terrain. Alors, ma première question, en fait, Octo, quel est ce projet qui est impliqué? Comment ça se passe au niveau de ce point-là? Ouais. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le point de départ du projet, c'est un peu toujours pareil dans la fonction publique territoriale, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une réunion sur la recherche des pistes d'économie, et il se trouve que la gestion du courrier était celle qui était un gros facteur de coût pour l'État dans les départements notamment, mais aussi dans la région, et qu'en plus c'était quelque chose qui paraissait un petit peu, on va dire, à une gestion qui était une gestion très manuelle, une gestion qui était très coûteuse aussi en termes de DP. Donc le point de départ, ça a été de faire une étude, de voir qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. Puis, on a débouché sur la proposition d'un projet. Ce projet a été proposé sur un des fonds nationaux qui nous ont délégué des crédits, et crédits qu'on s'est employés avec, on verra tout à l'heure comment on a gouverné ça, mais qu'on s'est employé pour mettre en place un projet qui avait pour vocation de modéliser l'ensemble de la manière dont on pouvait moderniser la relation du courrier avec l'usager. Pour ce faire, évidemment, c'est le lien usager-administration, il est en entrée, il est aussi en sortie. Il fallait qu'on modernise l'ensemble à l'intérieur de ces boucles. Et donc, notre challenge à nous, c'était de pouvoir mettre sur étagère tout ce qui est nécessaire pour une structure afin qu'elle puisse optimiser cette relation de courrier et évidemment moderniser son organisation, changer son organisation et au bout du compte faire des économies, à la fois des économies financières, directement on verra sur la partie de l'affranchissement, mais aussi sur d'améliorer les processus de traçabilité et bien entendu de rentrer dans le fantasme de l'époque qui est le paragraphe électronique et la signature électronique dont tout le monde parlait sans vraiment savoir ce que c'était. Voilà, donc il fallait qu'on puisse poser tout ça, modéliser tout ça et pouvoir présenter tout ça de manière à ce que chaque directeur responsable d'un service de l'État puisse, dans les départements, dans les régions, le prendre à son compte et le déployer en y mettant bien entendu les financements. Et vous aviez évalué le coût que représentait la gestion du courrier initialement? Des chiffres des chiffres qu'on nous avait donnés par la plateforme régionale des achats, qui est l'unité régionale qui gère pour le préfet de région l'ensemble des dépenses. On avait tout service d'État confondu, c'est-à-dire police, voilà, tout ce qui touche à la fonction publique régalienne. On était entre 60 et 80 millions d'euros par an de dépenses générées autour du courrier, dans son ensemble. C'était pour la région Rhône-Alpes, évidemment, puisque c'était une instance régionale. Donc, on était dans ces chiffres-là d'une approche globale. C'est pas 60 millions de trains de blanc. Voilà, c'était ça, quoi. Donc, l'idée, c'est de dire, même si on économise 20%, on commence déjà à avoir des chiffres. Et je rappelle, c'est une dépense annuelle. Grosse dépense. Mais je pense que les gens qui sont autour de nous aujourd'hui ont certainement eu le même regard sur leurs dépenses de gestion de courrier, vont, je pense, confirmer que c'est une grosse dépense aujourd'hui, le courrier. Pour des tas de raisons, on le verra, voilà, des prix qui sont difficiles à négocier puisqu'ils sont en volume avec la Poste, voilà, et ensuite une organisation interne qui n'est pas simple à mettre en place. Une gestion électronique du courrier, c'est loin d'être simple à mettre en place. Et vous parlez d'un projet. Oui, pardon? Non, peut-être quelques éléments sur les participants, sur les parties prenantes de ce projet. Donc, c'est un projet qui est vraiment interministériel. Alors, par contre, Michel, si on peut avoir la main pour partager l'écran, oui, bien sûr. partager le document. Donc, c'est un projet qui est interministériel. On a à la fois des structures qui sont sous l'autorité du préfet et d'autres qui ne le sont pas. Hop. Donc, là, normalement, ça devrait être bon. Voilà, on voit votre écran, oui.
Donc, on voit parmi les parties prenantes la DRFIP, donc les finances publiques, l'ADREAL, l'ARS, le SGCD 69 et le rectorat de Lyon. Donc, certaines de ces structures sont sous l'autorité du préfet de région, d'autre part. Ça, ce Alors, sont les... excusez-moi, il faudrait définir un petit peu chaque Ah, c'est le piège. Je ne parle pas de la... L'acronyme. Donc, DRFIP, Direction régionale des finances publiques. Juste une petite précision, on l'appelle DR, donc Direction régionale, parce que c'est une direction qui est sur le chef-lieu de région, mais elle n'a pas d'autorité hiérarchique, contrairement à d'autres, elle n'a pas d'autorité hiérarchique sur les directions départementales des finances publiques. Donc, c'est une direction régionale, parce que chef-lieu de région, mais qui a la même vocation que les directions départementales. Réal, je vais avoir besoin de ton aide, Patrick. Direction régionale de... forcément de l'environnement. Et de l'alimentation. Merci beaucoup, Caroline. On en parle un petit peu depuis quelques semaines, quelques mois, paraît-il. Le SGC 69, donc c'est le secrétariat général commun départemental du Rhône, le rectorat de Lyon pour toute la partie éducation. Attention, le rectorat de Lyon, contrairement à d'autres structures, est sur plusieurs départements. Donc, on a un rectorat pour plusieurs départements, mais ça ne correspond pas pour autant à la région. Au sein de la région, on a 3 rectorats. Donc ça, ce sont les parties prenantes qui ont porté les expérimentations depuis le début, depuis 1 an et demi. On a aussi 2 autres parties prenantes, que sont la DRAC pour la culture et la DRAF pour l'agriculture, merci, qui suivent les déroulés des expérimentations, qui suivent les résultats, mais qui pour le moment n'ont pas porté d'expérimentation parce que il y a différents sujets qui faisaient que ils n'en étaient pas encore à ce niveau-là et on n'avait pas besoin forcément d'eux pour accompagner là où on en était. Donc on voit bien qu'on a un périmètre qui est très interministériel. On a plein de ministères qui sont ensemble et on voit bien aussi que c'est un projet qui est porté par les territoires. C'est pas un projet qui a été initié au niveau d'un ministère, au niveau national. C'est pas un projet qui a été parachuté comme on peut avoir parfois sur une structure. C'est un projet qui part du territoire et qui est porté par les territoires. Oui, pardon, allez-y. Il y a juste une précision parce que peut-être que les gens qui sont à ce webinaire ne savent pas ce que c'est qu'un SGC. C'est pas quelque chose. Cette structure de secrétariat général commun est issue de la dernière réforme de l'administration qui s'appelle l'organisation territoriale de l'État. Et c'est une structure qui regroupe l'ensemble des fonctions support pour l'ensemble des directions départementales, sans vouloir faire l'histoire parce que ça prendrait du temps, mais voilà, la première réforme de l'administration territoriale de l'État en 2010 a créé des directions départementales interministérielles regroupant ce qu'on connaissait avant, les DDE, les DDA, dans des directions qui étaient interministérielles et à nouvel acronyme. Et là maintenant, on a identifié et regroupé toutes les fonctions support. C'est-à-dire que la gestion du courrier pour une direction départementale des territoires, pour une direction départementale de la protection des populations ou pour une autre direction départementale, et évidemment pour une préfecture et pour un SGAR en chef de région, elle est assurée par une seule structure qui gère toute cette gestion du courrier. Donc, en fait, quand on embarque le SGC à Lyon, on embarque 5 structures. D'accord, c'est un peu ce qui a commandé le fait que la gestion du courrier, finalement, était un bon point de départ pour, en quelque sorte, faire quelque chose ensemble, avoir une approche de gouvernance de l'information commune. Oui, alors en particulier sur le Rhône, parce que ce n'est pas encore forcément le cas dans tous les SGCD. On a encore des structures où la gestion du courrier appartient à chaque direction départementale interministérielle. Mais en tout cas, sur le Rhône, c'est déjà en partie centralisé. Et donc, s'appuyer sur à la fois leur expérience et leurs besoins, ça permet aussi de voir comment le dimensionner pour l'étendre à d'autres SGCD et puis de rencontrer un petit peu toutes les problématiques possibles. Mais on peut aussi dire que le constat qu'on a fait, un des premiers constats qu'on a fait dans ce projet, c'est que l'échelon territorial est prêt à moderniser, à se moderniser et à conduire ce genre de projet. Ce qui peut paraître une évidence pour des gens qui voient de loin l'administration française,
Mais de près dans l'administration française, c'est quand même quelque chose qui est assez à relever. Et on s'aperçoit que les territoires sont non seulement demandeurs, mais aujourd'hui sont prêts à être acteurs. Ce qui, d'ailleurs, change de la logique jacobine qui était existante depuis, c'est-à-dire que les projets descendaient du national. Là, en plus, on a un projet national qui n'est pas porté par un ministère, il est porté par une structure locale et elle touche tous les ministères. Ça, c'est aussi quelque chose qui est à souligner parce que dans la gouvernance d'un tel projet, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas d'habitude. Donc, on a été obligé de créer et d'inventer autour de ça. Alors, on voit bien un peu le levier du côté administratif, mais c'est bien l'intérêt de l'usager qui a été pris en compte. Comment ça s'est passé pour l'usager? Alors, on a l'usager et la structure qui sont tous les deux au centre en fait, du dispositif. Alors, c'est compliqué de mettre deux centres dans ce cas-là, mais on y arrive à peu près. L'objectif pour l'usager, il est multiple. Déjà, de pouvoir avoir des échanges multicanaux avec l'État, c'est-à-dire ou bien dématérialisés à travers l'utilisation de démarches simplifiées, à travers l'utilisation de mails, à travers l'utilisation de recommandés électroniques, ou bien des usages plus traditionnels sous format papier, quand l'usager n'a pas la possibilité d'avoir des flux dématérialisés, ou quand tout simplement la réglementation ne le permet pas, ou le support ne le permet pas. On a parfois des documents avec des tampons secs, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui ne peuvent pas être de fait encore aujourd'hui dématérialisés. Donc déjà, pour l'usager, ça va être ouvrir les possibilités de contact. Ensuite, ça va être des délais réduit par rapport à une instruction qui va aller plus vite parce que le circuit dématérialisé va permettre d'aller plus vite que le circuit papier, en particulier quand on est sur du multisite. On a aussi des démarches qui vont être plus sécurisées car plus tracées pour l'usager. On va savoir en permanence où en est sa demande, où en est son courrier. Est-ce qu'il est en train d'être instruit? Est-ce que c'est soumis à signature? Est-ce qu'à un moment, ça bloque sur l'ensemble du processus et donc savoir exactement où ça en est. Et puis, l'objectif est aussi quand même une réduction des coûts, une optimisation des coûts, en tout cas à minima sur une partie du traitement. Donc, c'est aussi un meilleur usage des impôts que paye l'usager. On a aussi donc les intérêts côté agent, que je distinguerai des intérêts côté structure. Pour les agents, c'est économiser du temps logistique afin de leur permettre de se reconcentrer sur leur cœur de métier. C'est apporter de la plus-value sur leur cœur de métier parce qu'ils peuvent à nouveau y passer plus de temps. C'est aussi leur apporter de la sécurité. C'est en particulier au niveau de la direction régionale des finances publiques, hein, donc on aimait nous citer ces exemples. On ne se rend pas forcément compte du stress que ça peut créer des fois, le fait de se dire tout tient dans le fait que je ne dois pas perdre à aucun moment ce petit recommandé d'accusé de réception de lettres recommandées, qui en fait est une pièce au milieu d'une pile comme ça de documents. Et c'est un vrai générateur de stress. Pour les agents, toujours, on a la possibilité de faire beaucoup plus de missions en télétravail qu'actuellement, pour deux raisons. D'une part, parce que... Oui, c'est pas grave le téléphone. D'une part, parce que le courrier papier peut leur arriver même quand ils sont en télétravail, et d'autre part, parce que les courriers que eux ont envoyés, ça peut être fait aussi depuis le télétravail, puisqu'on s'appuie sur les logiques, les outils d'éditing, que ce soit pour du recommandé ou que ce soit pour du courrier simple. Donc on a vraiment ces deux cœurs qui sont là, qui sont le cœur de la cible Octo, l'usager, l'agent. Bien souvent, dans les approches concernant le courrier, un des buts, c'est rationaliser un petit peu les processus et aussi, parallèlement, parfois, on pense qu'on va devoir supprimer des postes. Est-ce que ce n'était pas une crainte de la part des agents de se retrouver devant le fait qu'ils allaient peut-être être moins nombreux à l'avenir pour gérer cette partie? Évidemment que quand on a à conduire une modernisation, on a toujours, en plus on a des cycles dans la fonction publique, hein, on a toujours
quelque part dans la vision ce qu'on appelle le titre 2, c'est-à-dire la dépense d'agent, le coût de l'agent dans le coût global du fonctionnement. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on va moderniser la manière de gérer le courrier qu'on va drastiquement libérer ou en tout cas retirer des postes. Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui mettent du courrier arrivé dans des cases en bois que d'autres viennent rechercher au bureau du courrier. Demain, les gens ne viendront plus le rechercher au bureau du courrier, mais il faudra toujours quelqu'un qui les mette dans des ballettes électroniques. Et ce travail-là est différent, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez une simple distribution, de l'autre côté, vous avez quand même une vision et un nouveau regard, c'est-à-dire qu'on augmente aussi la technicité de l'agent qui le fait. Donc, on essaie de donner, nous, on a essayé toujours d'abord de présenter le fait que nous ne conduisions pas ce projet avec pour objectif d'éliminer le titre 2, ça appartient à la gestion des emplois, ça appartient à la direction des structures. Donc nous, on est en aucun cas venu faire ça. Nous, on est venu dire, voilà comment vous pouvez moderniser, voilà comment vous pouvez vous organiser, et évidemment, on le verra peut-être plus tard, mais comme on s'organise autour de 3 modules, dont le premier module étant un module de numérisation, si vous choisissez de ne pas numériser, ben vous aurez besoin de moins d'argent que si vous choisissez de numériser. Donc, évidemment, on ne peut pas dire que ce n'est pas dans le spectre. Simplement, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas commencer la numérisation et la modernisation d'une structure sur ce sujet en commençant par enlever les ETP. Parce qu'on a vraiment besoin à la fois de leur savoir-faire, parce que globalement, tout le monde pense qu'il est capable de gérer des enveloppes, mais c'est pas vrai. Et ça, on a dû le vérifier. Et ensuite, après, à terme, une fois que tout ça est en place et une fois que tout ça a été validé, on aura peut-être fait émerger de nouvelles compétences qui resteront tout autant intéressantes pour des agents là où ils sont. Donc, je pense que c'est ça. C'est pour ça que nous, on l'a pas présenté comme ça, parce que sinon, c'est trop facile. On arrive, on vous dit, vous nous donnez 50 postes, et puis à la place, vous mettez une machine. Et ça, je peux vous dire que depuis le temps que je fais de l'informatique, je suis persuadé que ça marche jamais. Et puis en termes d'accompagnement au changement, de transformation d'une structure, je pense que Caroline va rebondir si elle le souhaite dessus. C'est sur arriver en commençant par dire ça au sein d'une structure, c'est juste voué à l'échec. C'est pas parce que tout le monde sera vent debout contre, du directeur de la structure jusqu'à l'agent en bout de chaîne, quoi, de toute façon. C'est sûr que ça aurait été aller dans le mur. Est-ce que tu peux expliquer ton rôle, pardon Caroline, est-ce que tu peux expliquer ton rôle justement dans ce projet? Oui, tout à fait. Juste avant d'expliquer le rôle que nous, on a pu jouer, je voulais juste dire que ce qu'il faut voir derrière Octo, c'est le courrier entrant, comme vient de le préciser Patrick, à travers des sujets de dématérialisation, des équipes de service courrier, mais c'est surtout toute la circulation en interne des courriers, générant des réponses, des interactions, des instructions de la part des équipes. Donc, c'est pas un sujet qui appartient uniquement à une équipe de service courrier au départ ou en sortant lorsqu'il s'agit de renvoyer la réponse, c'est que ça a embarqué aussi tout le monde, tous ceux qui sont susceptibles d'avoir à répondre à un courrier par lequel ils étaient saisis d'un point de vue d'un usager, qu'il soit d'ailleurs une personne ou une collectivité. Donc, c'est plutôt à l'échelle globale. Le rôle, alors pour revenir à ta question, Michel, le rôle en fait qu'a pu jouer Cerda Conseil dans ce projet, ça a été aussi d'apporter à travers une assistance à maîtrise d'ouvrage un regard plus global, plus général dans la méthodologie qui a été adoptée dans ce projet. Il y a plusieurs phases. Il y a eu une phase d'analyse au départ qui a permis non seulement de mesurer le niveau de maturité des organisations, et puis surtout d'accompagner ce projet dans les phases d'instance, de communication, de faire passer les messages, de communiquer, de façon effectivement à commencer aussi à acculturer des représentants de toutes ces entités aussi diverses qu'a pu les décrire Fabien, avec des métiers aussi différents que la santé publique, un secrétariat général, de l'environnement et de l'aménagement du territoire avec l'ADREAL, etc. Donc des cultures extrêmement différentes, et
les embarquer en fait dans un projet unique, même s'il n'est pas uniforme, qui est le projet Octo. Donc c'est le rôle en fait de la MOA, avec aussi un rôle de pilote, d'alerte, et puis d'apporter, de réfléchir à apporter non pas une réponse, mais des réponses, hein, parce que on a vite vu qu'effectivement, en fonction des maturités et des cultures des organisations, les réponses qui allaient pouvoir être apportées pour répondre à cette ambition qui est celle du projet Octo, il allait falloir aller construire et parfois rechercher à l'intérieur même de l'administration des réponses pour permettre effectivement de fluidifier ces échanges courriers. Alors, peut-être pour imaginer un petit peu le tout et être très concret, donner quelques exemples concrètement de ce que ça peut donner sur un service métier, en particulier pour un agent ou pour un usager. Par exemple, on a pu mesurer dans le cadre des expérimentations pour un usager le gain de temps sur une chaîne qui n'est pas encore complètement optimisée, mais on est déjà sur 2 jours de délai de traitement en moins pour l'usager. Un autre exemple pour un agent, moi j'ai participé sur des actions au niveau de la direction de la migration et de l'intégration, et quand on a besoin d'envoyer un recommandé, c'est 11 étapes. 11 étapes différentes. Quand on prend tout le processus, on a 11 étapes pour envoyer un recommandé. Le fait de basculer sur une solution de recommandé électronique, qui soit dématérialisée de bout en bout ou qui passe par un service d'éditique, peu importe, ça ne change rien pour l'agent, c'est 3 étapes. Donc, c'est sur des choses très concrètes comme ça qu'on arrive à avancer. Au niveau économique, le fait de passer par une solution d'éditique sur du courrier simple, c'est une baisse d'environ, alors, disons qu'on part sur un coût de courrier d'1,30 €, on arrive à un coût de courrier à 70 centimes. Sur le recommandé électronique, et ça c'est dès le premier courrier, sur le recommandé électronique, dès le premier courrier envoyé, on est déjà sur une économie de 40% minimum. Voilà, c'est des choses très concrètes qu'on a réussi à expérimenter, à mettre en place sur différents processus. Alors, généralement, quand on fait une demande à l'administration, on sait que le silence de l'administration vaut acceptation. Ça a joué comme un facteur de motivation supplémentaire de votre côté? Alors ça dépend, hein. Il n'y a pas toujours le silence vaut accord. En l'occurrence, justement, sur certains processus de la direction des migrations et de l'intégration, ce n'est pas du tout le cas, c'est même le contraire. Nous, ça joue surtout au niveau de ce que peut apporter la traçabilité. Aujourd'hui, on sait quand un courrier va rentrer, si c'est un courrier recommandé, on sait quand il va rentrer. Mais ensuite, une fois qu'il est rentré, au niveau de la traçabilité, on le perd. Ça peut avoir des impacts assez conséquents. Concernant un courrier simple, il n'y a pas du tout de traçabilité spécifique. Et là, c'est tout ce que peut apporter la dématérialisation et l'utilisation d'une JEC. Donc, ça permet à la fois au manager d'avoir des outils de suivi et ainsi de savoir si les délais sont tenus et autres. Ça permet aux agents de savoir où est-ce qu'ils en sont et ainsi d'être plus dans le respect, plus facilement dans le respect de la loi. Alors, je vais juste moduler un peu, quand Fabien dit on ne perd pas le courrier entrant. En fait, ça prend, voilà, on perd la trace. C'est pas on perd la trace, ça prend énormément de temps, en tout cas beaucoup plus de temps. D'aller rechercher un courrier quand le préfet dit au fait j'ai pas vu la réponse, j'ai croisé le sénateur machin qui m'a demandé pourquoi, voilà. Et en fait on en est où, il est où ce courrier, ça prend plus de temps, je pense que ça prend plus de temps dans toutes les structures d'aller rechercher, surtout en fonction des missions, le nombre de courriers il peut être très important. Je pense que le gain, il est dans la traçabilité, il est aussi dans la recherche. Voilà, c'était la première chose. C'est ce qui a le plus, la question que vous posiez, Michel, c'était que, en fait, qu'est-ce qui avait été le plus déclenchant? Je pense que la traçabilité est ce qui a le plus déclenchant. Et en fait, aujourd'hui, avec le multicanal, ça prend encore plus d'importance. Parce que dans le silence de l'acceptation, cette réforme, elle était surtout liée à ce qu'on appelle aujourd'hui SVE, c'est-à-dire la saisie virtuelle de l'État. C'est-à-dire que vous saisissez par mail et l'État se doit de vous répondre dans un délai donné. C'est pas toujours adapté au circuit courrier,
mais c'est comme ça. Et nous, c'est pour ça qu'on s'est attaqué aussi à cette notion de multicanal, d'omnicanal et de multicanal, parce que justement, la société, tout le monde le voit, se change. On a de plus en plus besoin d'avoir des choses qui sont numérisées, pas numérisées, qui arrivent sur un format différent. Et on a besoin de tracer ça. Et cette traçabilité-là, elle est là. On peut avoir l'administration française. Je rassure tous les gens qui nous écoutent, assez peu de courriers entrants. Heureusement. Et surtout quand on nous demande de l'argent, d'ailleurs. En termes de méthodologie, comment avez-vous procédé? Vous avez commencé par un diagnostic, tout simplement? Alors, la première chose qu'il faut comprendre dans ce projet, c'est la manière dont Fabien et moi avons décidé de le conduire. On a commencé à projeter tout ce qu'on avait besoin. Ensuite, on a commencé à voir quels étaient les partenaires possibles. C'est là où Cerda d'ailleurs est sorti. C'est là où Docapost, qui est l'autre partenaire AMO, est sorti. Et ensuite, on avait nos visions. Donc, on a travaillé. C'est pour ça que aussi Caroline intervient sur tous les sujets, puisque en fait, on a aussi confronté tout de suite notre vision à la vision qu'avait Cerda, ou en tout cas la vision qu'elle pouvait nous apporter, que le cabinet pouvait nous apporter. Donc en fait, on a commencé comme ça avant de pouvoir se jeter avec un programme tout fait, quoi. Donc on a commencé par confronter ça, on a cherché quelle était la méthodologie la plus efficace, et le dernier point qui a son importance, c'est on a aussi cherché comment on pouvait être le plus transparent possible, parce que dans ce type de projet, un des facteurs clés de réussite, c'est de permettre à chaque partenaire d'avoir une vision sur ce qu'on est en train de faire. Ça ne veut pas dire qu'il va l'utiliser, mais en tout cas, ça veut dire qu'on lui donne. Et donc, quand on a réussi à aligner tout ça, à ce moment-là, on s'est dit, bon, alors comment on travaille? Et là, on y est sorti plusieurs étapes de l'organisation. La première étape, dans la méthodologie qui a été choisie, c'était évidemment de faire ce qu'on a appelé nous une étude préalable, c'est-à-dire d'avoir dans ce qu'on a appelé le premier attelage, donc c'est les 5 que vous avez pu voir là en haut de couleur, dans ce premier attelage-là, d'avoir effectivement le plus de connaissances possible de la manière dont ils géraient ça. Et de voir comment on pouvait faire. C'est de là aussi qu'est sorti un certain nombre de choses, et on le verra plus tard. Le deuxième point, c'était de dire quelles réponses on est capable de donner. C'est-à-dire quelles sont les réponses qui existent déjà et qui sont capables d'aller dans ce sens-là. C'est là où on a eu les meilleures surprises qu'on a pu trouver sur ce projet. Et ensuite, on a travaillé après de manière assez simple, des études préalables. Ensuite, on a décidé de faire des POC de telle manière à ce qu'on ne puisse pas recouvrir les mêmes choses, mais qu'on puisse challenger certains POC. Donc, on a fait, par exemple, on a fait de l'éditique, un côté éditique privé, un côté éditique État, pour pouvoir challenger la réponse, le fonctionnement, etc. Donc, et on l'a fait sur un certain nombre de choses pour pouvoir ou sortir de ces époques-là, pouvoir avoir des rétextes qui soient suffisamment documentés pour que là encore, toutes les autres structures de l'État puissent se retrouver. Et ensuite, on a été d'accord sur la dernière partie que nous allons attaquer maintenant, et pour lesquelles Cerda est très impliqué, c'est la construction de ce qu'on a appelé les sacs à dos pédagogiques, sachant que dans ces sacs à dos pédagogiques, il y a des valises pédagogiques, puisqu'on a identifié plusieurs profils de ce qu'on appelle d'apprenants, pour lesquels il est nécessaire de développer des supports d'appréhension, de compréhension et de formation. Voilà un peu comment on a fait les choses. Peut-être un élément qui est important que tu as dit, mais qui est passé dans l'ensemble, c'est Patrick disait, on a utilisé des briques en fait, qui existent déjà. Et ça, c'est une des grosses forces finalement, je trouve, d'Octo, c'est qu'on n'a rien besoin d'inventer. Tout existe, tout est prêt. Il y a énormément de solutions qui sont prêtes déjà portées par l'État. Ce qu'il faut réussir à faire, et c'est ce à quoi on s'emploie régulièrement, c'est faire en sorte que les gens communiquent peut-être un petit peu plus entre eux, parce qu'on n'est pas forcément informé que ces briques existent. C'est faire en sorte de pouvoir interconnecter ces briques qui vont être portées parfois par des ministères différents, donc faire en sorte qu'ils puissent communiquer et autres, mais
on le voit, l'administration territoriale est prête à évoluer, les briques technologiques techniques existent, sont là, sont fonctionnelles et prêtes à être utilisées. Donc, s'il faut réussir à faire, et c'est toute la force finalement d'une direction de projet, d'une AMOA pour accompagner cette direction de projet, c'est de mettre tout ça en synergie pour que ça marche. Je voudrais juste ajouter sur les expérimentations, c'est que l'embarquement de chacune des entités s'est fait aussi à travers ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une entité qui a expérimenté et les autres qui auraient étudié, observé, questionné, etc. Les expérimentations, elles ont concerné toutes les entités, sauf que chacun a expérimenté une partie des flux, une partie du flux entrant ou du flux circulant ou du flux sortant, de manière à offrir au final un tableau complet ou quasi complet couvrant tout ce qui pourrait être l'amélioration de la circulation et du traitement des courriers, mais à l'ensemble des entités. Donc il y a eu aussi, non pas une notion de challenge entre eux, mais une notion d'embarquement tous, puisque chacun avait attesté un ou deux parfois expérimentations au sein de leur structure. Et ils ont, et ça je trouve que c'est une grande force aujourd'hui de ce projet, c'est que les échanges et les dialogues entre eux sont extrêmement importants et du coup il y a une forte complémentarité, questionnement, de façon aujourd'hui à ce qu'effectivement dans l'étape à venir, ils puissent aller reprendre ce qui a pu être expérimenté ailleurs et voir dans quelle mesure ils vont pouvoir l'intégrer au sein de leur propre structure. Et donc, dans toutes les études qu'on a fait au début ensemble, en fait, la MOA a identifié deux scénarios possibles. Et alors, c'était un scénario mitigé, c'est-à-dire moitié État, moitié extérieur. Et c'était aussi et c'est pour ça que je l'ai remis d'ailleurs dans la présentation, c'est aussi, il y avait un scénario, l'État pour l'État. Qu'est-ce que ça veut dire, l'État pour l'État? Ça veut dire que nous, comme nous soulignait Fabien et Caroline, on a toutes les réponses dans l'État. On sait tout faire dans l'État. On sait faire du paragraphe électronique, de la signature électronique avec exactement dans les règles. On sait faire de l'éditique. On sait faire de la numérisation. Tout ça existe. Donc, ce qu'on a dit, c'est que finalement, le scénario, et ça, c'est aussi un choix qu'on a fait de départ. Hein. Vous parlez de comment ça s'est emmanché. Hein. On a à un moment donné, on s'est dit, nous n'allons pas travailler. Donc, c'était à peu près entre les études préalables et l'époque, on a dit, le scénario sur lequel on va travailler uniquement, c'est le scénario de l'État pour l'État. Pour autant, on s'est dit quand même, on va aller challenger un peu le privé, voilà, sur certains points, mais pas sur une logique complète. Et donc, ce qui fait qu'à la fin, on va bien avoir un projet totalement État pour État. Et pour souligner le fait de ce qu'on pourrait presque appeler l'étonnante collaboration de toutes ces structures, parce que c'est vrai, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude, on travaille en plus d'orgue dans la fonction publique depuis très très longtemps, c'est dans l'ADN de la fonction publique et puis d'orgue ministériel. On s'aperçoit que quand on fait cause commune, on arrive à pousser un peu les montagnes et on arrive à faire des choses et à s'entraider pour faire des choses assez intéressantes. Et ça, c'était, voilà, c'était les deux bonnes nouvelles de ce type de projet. La première, c'était que tout était faisable dans l'État, avec des solutions, notamment des solutions d'éthique mises en œuvre, fonctionnelles, dont on nous ouvrait les portes et qu'on va d'ailleurs continuer à tester très bientôt. Et d'un autre côté, des acteurs de terrain qui sont prêts à contribuer. Alors, tout ça ne sont que des grandes idées. Je ne veux pas cacher les problèmes qu'on rencontre parce que voilà, tous les chargés, les chefs de projet qui sont autour du webinaire et autour de la table aujourd'hui savent très bien que forcément, quand on veut impacter 5 structures différentes, de temps en temps, il faut tirer un peu à l'UEADIA et il faut un peu piloter dans le virage. Mais je pense que c'est ce qui est important pour voir ça. Hein, on voit bien qu'on sait évidemment atteler tout de suite à des études pour identifier les freins et les douleurs, pour identifier la facilité, pour identifier les difficultés qui peuvent se rencontrer au sein même de la structure, avec des gens qui vont nous dire mais on n'a pas le personnel pour faire ça, les services ne sont pas prêts pour partir dans ce type de numérisation. Et c'est intéressant parce qu'on a vu que les freins, ils n'étaient pas forcément toujours au niveau du service du courrier. Ils étaient parfois assez hauts dans la hiérarchie de gens qui
qui avait, et pour des raisons sur lesquelles je ne rentrerai pas en discussion, mais qui donnaient des raisons et qui ont été entendues en disant nous, on n'est pas prêt à faire ça, c'est pas maintenant, c'est pas le bon moment, jusqu'à j'ai pas envie. Et en termes de facilitateurs, parce que finalement, on est sur des choses qui facilitent quand même. Le fait que ça existe déjà porté par l'État, c'est facilitateur. C'est aussi tout bêtement en fait le fait de pouvoir passer des contrats dans le cadre de marché UGAP. Ça évite d'avoir toute la procédure d'appel d'offres à construire, à faire. On n'est pas toujours tous compétents pour ces choses-là. Et puis, ça fait gagner beaucoup de temps. Et donc ça, c'est un vrai facilitateur. Alors, économiquement, ça peut peut-être être moins rentable, mais en même temps, comme on gagne beaucoup de temps, l'un dans l'autre, ça reste très pratique. Et c'est un facilitateur. Et en termes de solutions techniques, donc ce sont des solutions déjà en place qui ont été utilisées ou alors vous avez dû en éliminer certaines, compléter par d'autres? Alors, on a vu tout de suite l'existence de briques fonctionnelles déjà en place qui étaient au cœur du projet Octo, à savoir la GEC, la gestion électronique de courrier, qui s'appuie sur un logiciel libre qui s'appelle Marche et pour lequel le ministère de l'Intérieur a un centre de compétences national qui mérite bien son nom. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment d'énormes compétences sur le sujet. Voilà. Et la GEC est déjà déployée dans les services du ministère de l'Intérieur depuis très longtemps. De l'autre côté, on a découvert avec bonheur l'organisation de l'éthique de la DGFiP, la Direction Générale des Finances et des Impôts Publics, qui, elle, fait ça depuis très longtemps et qui fait toute son éthique sur 4 centres d'éthique répartis sur le territoire, avec des outils qui permettaient de le faire. Donc là, il fallait juste convaincre. Et de temps en temps, et ça on l'avait prévu tout de suite dans le budget Octo qu'on avait nous préparé, consolidé avec Serdal et moi, en fait, on a dû de temps en temps mettre en place un petit coup d'argent pour développer le petit commutateur qui va bien, le petit API qui va bien, la petite chose qui permet de faire les choses. Mais pas un investissement en termes de logiciel de bout en bout. On n'a pas développé pour ça. Par contre, on avait un petit outil, voilà. Alors après, on a développé la signature. Pour nous, le plus important, c'était la signature, c'est ça. L'offre de signature n'existait pas au sein de. Alors, une vraie signature électronique, hein, pas une griffe apposée sur un document. Cette offre-là n'existait pas au sein de l'outil de GEC porté par le ministère de l'Intérieur. Mais par contre, ils étaient très ouverts pour essayer d'expérimenter des choses. Et c'est Cerda qui nous a apporté une solution avec un petit peu de développement. On a pu intégrer une signature électronique certifiée au sein de l'outil porté par le ministère de l'Intérieur. Caroline, un mot sur ce point-là, l'apport de la signature électronique, l'outil? Alors ça, c'était vraiment le sujet questionné en permanence. Dès qu'on parle courrier aujourd'hui, évidemment, tout le monde bondit en faisant signature électronique, combien ça va nous coûter, etc. etc. Donc déjà, on a considéré qu'il y avait un besoin d'inculturation sur ce sujet-là, de façon à mettre tout le monde au même niveau de connaissance et de compréhension de la signature électronique. Après, on s'est retrouvé effectivement à une période où la plupart des organisations sont en train d'étudier l'intégration de signatures électroniques, au moins au niveau des fonctions de direction, qui portent des engagements de leur propre structure. Donc du coup, effectivement, on a travaillé sur une réponse globale qui en plus participe effectivement de la solution de GEC qui était recommandée et qui aujourd'hui apporte les niveaux de signature adéquats, signature simple ou en fonction de, signature avancée si besoin, et puis allant jusqu'à la signature qualifiée qui jusque-là n'était pas portée effectivement par celle qui a été intégrée. Et donc c'est là où il y a eu une adaptation, un peu de développement pour avoir une réponse qui soit conforme. Mais ça faisait partie des sujets un peu permanents, un peu loup de mer, qui remontaient, qui ressortaient. Donc on a essayé d'apporter la réponse la plus conforme et la plus adaptée possible sur ce sujet. Alors aujourd'hui, le projet est bien avancé. Est-ce que vous êtes déjà en mesure de dresser un bilan de ce qui a été fait, du chemin parcouru? Voilà, le bilan, c'est que ça coûte cher. Non, très honnêtement,
de tout ce qu'on a dit avant, hein, dans le premier bilan, c'est et moi je le souligne parce que d'abord je suis un vieux fonctionnaire et ça fait longtemps que j'attends ça. Je dis haut et fort et qui veulent l'entendre et surtout dans les administrations centrales que le territoire est prêt à ce genre de réforme. Si on a juste servi à démontrer ça, je pense que c'est déjà bien rempli. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les structures sont prêtes à s'adapter à ça. Et ensuite, l'autre bilan, c'est tout l'époque que nous avons fait nous ont permis de valider toutes les solutions techniques qu'on a fait. Alors, on pourrait aller un petit peu plus loin, passer du POC à l'expérimentation. Ça, c'est des choses qu'on va essayer de voir sur la fin. On ne pourra pas expérimenter toute une chaîne complète. Parce qu'on doit embarquer un peu tout le monde, mais on voit que, voilà, on est prêt, les gens sont prêts à s'investir. L'usager n'aura qu'à s'en féliciter et en plus, on a testé tout. Donc, globalement, c'est pas mal. On est dans les rétex, on alimente ça. Maintenant, il reste que la partie qui est la plus importante de ce projet, parce que je le disais en préambule, on a fait tout ça juste pour être capable de faire la dernière partie qui commence maintenant, qui est le fait de dire, on l'a modélisé pour vous. Maintenant, vous prenez ça et vous savez faire comme nous, voire mieux que nous. Voilà. Et c'est ça qui est le challenge qui vient maintenant, c'est de faire ces sacs à dos qu'on voit là, des sacs à dos pédagogiques, les sacs à dos pédagogiques, les sacs à dos techniques, qui sont nécessaires, de pouvoir les construire, les mettre sur des formats qui sont des formats modernes. On veut pas vraiment offrir des petits sacs goodies remplis de feuilles de papier qu'on mettra. Et le deuxième point qui est un petit trait d'humour, si vous me le permettez, c'est on ne veut pas non plus alimenter les 2,5 mètres de dossiers qui sont à la direction des achats de l'État sur ce sujet. Voilà, parce que ça fait des années que tout le monde rêve de faire ça, et je pense que c'est parce que tout le monde rêve de faire ça qu'aujourd'hui, toutes les briques, elles étaient présentes, chacun dans leur coin, et qu'on a fait ça. Je ne peux pas faire un bilan supplémentaire, d'abord parce que en dehors du fait que, évidemment, nous avons veillé à utiliser l'argent de l'État le mieux possible et que tout est absolument justifié et suivi auprès de la DITP qui, pour le Premier ministre, surveille les dépenses des dotations financières. Et puis d'un autre côté, pour le reste, le fonctionnement, c'est les structures qu'il faut interviewer. Nous, les remontées qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a perdu, c'est qu'ils sont satisfaits. Certains sont très, très satisfaits. Deux, la suite, quand on leur dit qu'est-ce que vous voulez faire après, parce que nous, on va s'arrêter à un moment, le projet Octo, il s'arrête. Mi-2023, il s'arrête. On fait une grosse publicité pour dire à tous les gens en France sur la fonction publique, vous prenez ça et regardez-le et servez-vous-en. Et ensuite, ça leur appartiendra. Nous, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques structures qui sont dans le premier attelage qui sont prêtes à partir complètement dans l'organisation Octo. Donc ça, c'est plutôt favorable et plutôt encourageant pour nous. Et puis après, le reste, c'est qu'on aura comme premier bilan la satisfaction d'avoir bien travaillé. Si d'autres structures qui ne sont pas dans on a des structures qui tapent à la porte. Ça, le taper à la porte, c'est sûr que, comme le soulignait Caroline et on dit depuis le début, dès lors qu'on parle de signature électronique et qu'on dit mais nous, savez-vous que dans l'État, on sait faire et à zéro coût, on va dire qu'il vaut mieux capitonner sa porte, parce que ça toque. Et Caroline, donc c'est un travail d'acculturation qui est à mener en permanence, en continu? Oui, non seulement, mais on arrive effectivement, comme le disaient Patrick et Fabien, à des phases où on va livrer en fait entre les mains des chefs de projet qui seront dans chacune des entités la capacité à mener à bien leur projet de déploiement, d'intégration et de transformation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Octo, c'est pas intrusif au sens on pousse la porte, on rentre et on dit maintenant vous faites comme ça. On leur donne des clés, on a fait des expérimentations pour leur donner des cas d'usage, des modèles, et maintenant on travaille sur tout ce qu'on a appelé des sacs à dos pédagogiques, techniques, qui va tout documenter et qui vont leur permettre de conduire eux-mêmes cette transformation dans leur organisation, mais avec des modèles adaptés
adapter. S'ils doivent parler à une direction générale, ils auront on va dire un peu les clés de la communication pour parler à leur direction générale. S'ils vont aller parler aux chefs de service, managers, tous ceux qui aujourd'hui sont amenés à signer des documents engageants, eh bien, ils auront les éléments pour effectivement faire passer le modèle de fonctionnement Octo. S'ils doivent parler aux agents, les agents du service courrier, mais d'autres agents dans d'autres services, eh bien, à chaque fois, on aura décliné, documenté chacune des étapes pour leur permettre de se l'approprier et surtout de conduire eux-mêmes le changement au sein de leur propre structure au rythme qu'ils auront défini. Alors les agents eux-mêmes justement qui sont fortement impliqués, pour eux, quel est leur avis, leur bilan les concernant, et puis quelle est la suite, hein, quelles sont les perspectives pour les agents? Alors, forcément, pour nous, c'est le retour ramené, c'est-à-dire que ça nous remonte des chefs de projet, parce qu'on a chaque entité a un chef de projet. Généralement, d'ailleurs, a été impliqué les gens qui ont le courrier, donc on va vous faire ce retour-là. Mais bon, on va pas se cacher derrière son doigt, la conduite du changement, la sortie de la zone de confort, c'est quelque chose qui est pas simple. Donc, évidemment, on est face à des agents qui sont plutôt méfiants. On a toujours le même gimmick pour se sortir de cette phrase-là. C'est-à-dire que ce qu'on a constaté, nous, c'est qu'au départ, tout le monde traînait les pieds pour mettre en place ça, et que quand on a dit n'importe, ça s'arrête maintenant. Et quand les agents disent ah bon, ça s'arrête déjà, mais comment on peut faire pour continuer? On s'aperçoit que là, on a touché quelque chose qui est bien. Après, c'est difficile de dire pour les gens ce qu'ils ressentent. Enfin, je veux dire, tout un chacun, nous, on a tous subi des transformations. Est-ce qu'on sait tout de suite? C'est après qu'on va s'apercevoir, quoi. Moi, ce quoi on a toujours été très attentif avec Fabien et avec toutes les équipes qui nous ont entourés, c'est surtout de dire ce que soulignait Caroline tout à l'heure, c'est que le courrier, c'est un flux et ça ne s'appuie pas que sur le point de départ de celui qui reçoit l'enveloppe, et que les progrès sont tout autour. Et si la structure progresse dans son ensemble, je pense que c'est l'ensemble des agents qui vont être satisfaits. Et aujourd'hui, de ce qu'on a attiré nous sur notre expérimentation et sur nos POC, je pense que globalement c'est satisfaisant, puisque même quand on s'aperçoit que il y a encore un gros travail à faire, notamment pour les lettres recommandées. La DRFLIP chez nous, elle continue, elle met des deniers dessus pour continuer à former ses agents. On a formé des cinquantaines d'agents à ça, et une formation qui a été bien reçue par les agents. Donc, je ne voudrais pas faire d'angélisme en disant que Youpi, c'est très bien, tout le monde a bien su ça. Je pense que globalement, la modernisation d'une culture, c'est moi je fais des systèmes d'information depuis 40 ans maintenant, et donc je m'arrête. Globalement, je me souviens des premiers ordinateurs qu'on a mis en place à la place des machines à taper. On ne les trouvait pas dans la porte, mais pas loin, quoi. Et aujourd'hui, plus personne ne se passe d'un ordinateur. Donc je pense que ce genre, c'est une véritable modernisation et une véritable réorganisation de la relation. Le titre est juste, quoi. C'est la relation entre l'administration et l'usager, et les agents qui sont autour doivent prendre leur part et être fiers de réussir ça. Bon, c'est la seule chose que je peux dire sur le sujet. Peut-être que mon camarade pourra dire mieux. Rien de mieux. Merci. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Donc, un grand merci à vous, hein, Patrick Leroy. Grand merci aussi à Fabien Duplu et à Caroline Buscal. Donc, cette session se termine, notre matinée se termine. Voilà, une matinée qui nous a permis de voir donc les fondamentaux de la gouvernance de l'information. On a pu voir les questions que se posent les organisations et le chemin qui est à parcourir. On a pu découvrir aussi la norme qui va nous permettre de communiquer, de convaincre sur la gouvernance de l'information. On a confronté la gouvernance de l'information à d'importantes thématiques liées à des outils, hein, que ce soit la Digital Workplace ou le Knowledge Management. Et enfin, ben, grâce à vous, on a vu un projet concret, le projet Octo, à la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous a fait part d'une vaste expérience de terrain, une expérience exemplaire. Voilà, donc cette journée ne se termine pas maintenant, puisque nous allons aussi passer l'après-midi ensemble, après-midi qui va donc débuter
à 14h30. Hein, je vous rappelle le programme qui nous attend pour tout à l'heure. 14h30, donc, ce sera une session sur l'automatisation des processus et la qualité des data comme nouvel espace de la gouvernance de l'information. Ensuite, à 15h15, une session sur les compétences durables qui permettent de gérer les documents et les données à l'heure de la gouvernance de l'information. Et on terminera à 16h avec une dernière session sur la gouvernance de l'information au service de la neutralité carbone. Voilà, donc ça nous amènera jusqu'à 16h30 environ. Voilà, très bien. Ben, merci encore pour cette session. Merci pour cette matinée. Donc, je vous invite à vous reconnecter tout à l'heure à 14h30 pour la suite de cette journée sur la gouvernance de l'information. Merci beaucoup. Merci, au revoir.